Donc on a alors quelques chiffres, hein. Chaque Européen génère à peu près de 190 kilos de déchets d'emballage par an. La consommation de carton en France a été multipliée par 7 en 40 ans. L'emballage représente 5% des émissions de gaz à effet de serre d'un produit. C'est 60% pour un paquet de pâtes. Voilà, donc ça permet, alors ça parle pas beaucoup, 5% des émissions de gaz à effet de serre pour un produit, mais quand on réfléchit à un paquet de pâtes, on se dit que finalement, il y a quand même beaucoup de gaz à effet de serre émis pour finalement une consommation alimentaire voilà, qui est générée, qui est pas si importante. Donc, il y a une nouvelle règle européenne qui est en discussion, qui a pour objectif de réduire, réutiliser, recycler les emballages, avec des mesures qui portent sur un travail sur l'ensemble, le cycle de vie des emballages, donc prendre en compte la fabrication, enfin la matière première, la fabrication et la fin de vie. Des objectifs de réduction des emballages avec objectif de 5%, de réduction de 5% d'ici à 2030, 10% en 2035, 15% en 2040, avec des objectifs évolutifs. Des restrictions sur certains formats d'emballage et l'interdiction à venir de certains types d'emballages en plastique à usage unique à partir du 1er janvier 2030, donc en plus de ce qu'on trouve dans Egalim et AGEC. Donc, et notamment interdiction d'emballage de fruits et légumes frais non transformés, d'aliments et boissons conditionnés et consommés dans les cafés et restaurants, interdiction d'emballage de portions individuelles, d'emballage miniature pour les articles de toilette et interdiction de sacs plastiques légers. Je vous ai mis la référence vers cette nouvelle règle européenne qui est en discussion à la Commission. Thomas Fusain, je vous laisse peut-être du coup, nous faire un tour d'horizon du recyclage des emballages. Je vais Oui, arrêter le partage de mon écran. je- merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer du coup de prendre la main et de vous partager mon écran. Euh, Vous avez le petit carré vert en dessous. et ça c'est bon. Alors attendez, hop. Je vais essayer de mettre en plein écran. Je maîtrise moins Zoom. Est-ce que là vous voyez l'écran correctement? Je vois pas d'écran, non. Ah, je vais recommencer. Je partage. Écran. Partager. Ça va venir, je Ah pense. non, Ok, est-ce que vous voyez mon oui, écran? c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. On s'était donné 10 minutes, Catherine, c'était à peu près ça? Comment? Oui, alors moi vous avez du temps disponible. Après, je crois que vous avez des contraintes, donc, Non, non, donc mais je écoutez, ferai en sorte. l'i- l'idée, effectivement, c'était de vous faire un rapide panorama du recyclage des emballages ménagers, et puis après, voilà, prendre quelques questions, notamment, voilà, concernant peut-être si vous avez des questions précises sur certaines familles d'emballages par rapport à vos achats, je pourrais vous donner, voilà, un petit peu d'éléments de contexte sur aujourd'hui, voilà ce qu'on arrive à valoriser ou ce qui est en cours en termes de développement de filière de recyclage. Moi, je suis Thomas Fusain, je suis directeur régional chez Citeo, je suis basé à Lyon. Et je m'occupe des régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je travaille chez Citeo. Citeo, voilà, juste en deux mots, on est une entreprise à mission, mais on a été créé il y a 30 ans. Notre objectif, c'est de réduire l'impact environnemental des emballages de nos clients. Donc, ce sont plus de 50 000 entreprises qui, il y a 30 ans, en fait, ont eu cette obligation de gérer la fin de vie de leur emballage. Et donc, ils ont, à l'époque, pour s'organiser, elles ont créé Eco-Emballage, qui est devenu Citeo. Et donc, on accompagne, nous, ces entreprises sur ce qu'on appelle les 3 R, la réduction, le réemploi et le recyclage. Très concrètement, ça veut dire que ces entreprises, on les accompagne
voilà, faire en sorte d'améliorer la recyclabilité de leur emballage, si possible de réduire l'emballage. On pourra y revenir. Et puis, on va chercher des contributions financières qui nous permettent de déployer sur le terrain des dispositifs de tri de recyclage historiquement, et puis de plus en plus qui vont être liés au réemploi, puisque voilà, ça s'accélère, on y reviendra aussi. Donc d'un côté, on est en lien avec nos entreprises clientes. Ça représente à peu près un milliard de contributions financières qu'on va chercher auprès de ces entreprises clientes. On est en partenariat avec un peu plus de 600 collectivités en France, donc toutes les collectivités finalement, plutôt des EPCI à compétences collecte, quelques syndicats de traitement aussi. Et donc, qu'on accompagne financièrement pour développer le tri et le recyclage. Ça permet de couvrir une partie des coûts inhérents à la mise en place des dispositifs de pré-collecte, de collecte, de recyclage, et puis de mener des actions complémentaires qui vont être liées à la communication, qui vont être liées à l'amélioration du dispositif, donc sous forme de différents appels à projets. Et puis je le disais, de plus en plus d'autres types de projets comme par exemple le réemploi. Là, je vais pas détailler, mais je vous enverrai la présentation. C'est pour vous montrer que finalement, le rôle de Citeo, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table, à la fois donc les entreprises, les citoyens, consommateurs, les pouvoirs publics, hein, puisqu'on est agréé pour mener cette mission. On a un agrément de 6 ans. Je l'ai pas dit, mais on est une entreprise privée, mais qui a une mission d'intérêt général à but non lucratif. On évolue dans un cadre. Le cadre a été rappelé par Catherine, un cadre réglementaire. Donc tous les 6 ans, l'État publie un cahier des charges et qu'on doit respecter en mettant des moyens qui permettent d'atteindre les objectifs réglementaires qui sont retranscrits dans ce cahier des charges. Les collectivités, bien évidemment, qui sont nos principaux partenaires, puisque c'est eux ce sont ces collectivités qui œuvrent sur le terrain pour aller collecter les emballages, parfois en direct en régie ou via des opérateurs, des opérateurs privés. Et puis tout le lien avec les filières de recyclage, puisque on fait le geste de tri parce que il y a des filières de recyclage. Voilà, donc vraiment le rôle de Citeo, c'est d'organiser, de piloter cette boucle d'économie circulaire pour voilà, faire en sorte d'installer de la circularité sur l'ensemble des matériaux. Je vous ai remis trois grands objectifs sur nos 3 R, la réduction, réemploi, recyclage. Donc il y a peut-être des objectifs qui ont déjà été abordés. Je vous ai mis les principaux. Il y en a beaucoup dans la loi AGEC. Il y a beaucoup d'objectifs. Il y a beaucoup de décrets qui tombent régulièrement. Parfois on est un peu perdu. Là, je vous ai mis voilà peut-être les objectifs à retenir en ce qui concerne les emballages. Sur la réduction, moins 20% d'emballages ménagers en plastique à usage unique d'ici 2025, donc demain. Ça permet juste de cranter le fait qu'en 2040, normalement, c'est la disparition des emballages plastiques à usage unique. Je sais pas si on se rend bien compte, mais voilà, ça veut dire qu'en 2040, on est censé ne plus avoir de plastique à usage unique. Et donc ça, voilà, c'est cranté dans le temps pour y parvenir. Un des moyens d'y parvenir, c'est de passer ces emballages plastiques à usage unique vers du réemploi. Donc on a un objectif en 2027 de 10% d'emballages mis sur le marché qui seront des emballages réemployés. À titre d'exemple, on est en train d'activer dans 4 régions de l'ouest de la France la mise en place du réemploi à grande échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, le début d'année prochaine, on va voir apparaître dans des rayons. Alors on connaît un petit peu pour ceux qui fréquentent des magasins type Biocoop, par exemple. Voilà, on connaît déjà le réemploi avec des filières locales qui sont mises en place. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers un changement d'échelle pour que le réemploi soit également accessible au plus grand nombre, notamment en GMS, quoi, dans les grandes surfaces, et que petit à petit, dans les rayons, on voit apparaître une alternative à l'usage unique via des emballages réemployables, avec toute la chaîne logistique qu'il faut remettre en place, puisqu'elle a disparu dans la plupart du territoire, à part un peu dans l'est de la France.
Et à part des petites initiatives locales qui émergent depuis 10-15 ans maintenant avec des sociétés ou des associations qui ont remis au goût du jour le réemploi, mais de manière un peu confidentielle quand même, avec des réseaux de producteurs locaux, mais qui représentent peu d'unités. Là, l'idée, c'est vraiment d'embarquer des grands acteurs de la consommation pour voilà, avoir vraiment un effet d'échelle et peser sur la réduction des plastiques à usage unique. Et puis on n'oublie pas le recyclage, puisqu'il y a des objectifs importants aussi, 70% de recyclage de tous les emballages d'ici 2030. On n'y est pas et les derniers points sont difficiles à atteindre. Alors c'est quand même un bon score, hein, concrètement. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui on est à un peu plus de 60, on est à 62 ou 63% de recyclage des emballages. Voilà, ça veut dire qu'on voilà, plus de la moitié des emballages qui sont effectivement consommés par les Français sont triés et donc sont recyclés, ce qui est quand même plutôt un bon score. Mais voilà, c'est pas suffisant et les points supplémentaires sont plus difficiles à obtenir puisque il faut convaincre dans les villes, dans l'habitat collectif, là où on a moins de place, là où c'est voilà où les messages sont plus difficiles à passer. Donc c'est vrai que c'est les points qui restent sont un peu plus compliqués à atteindre. Qu'est-ce que je vous ai mis là quelques chiffres? 98%, c'est un changement qui a eu lieu, qui a pris 10 ans en fait, mais qui a eu lieu pour l'ensemble du territoire en 2023. Alors, je dis l'ensemble, on est quasiment parce qu'il manque une collectivité au nord de la France qui n'a pas fait ce changement, mais c'est un changement attendu, c'est celle de la simplification du geste de tri. Vous avez dû en entendre parler sur vos territoires, donc il y avait un vrai frein en fait au geste de tri, le fait qu'on dans la famille des plastiques notamment, on pouvait pas trier tous les emballages, c'était compliqué, les gens se posaient des questions, c'était un vrai frein. Et donc depuis 2023, voilà, on va dire quasiment 100% du territoire est couvert par ce qu'on appelle la simplification du geste de tri, c'est-à-dire qu'on peut mettre tous les emballages dans le bac de tri. Et ça nous a permis vraiment de gagner des points de recyclage et de simplifier la communication. C'était attendu. Je vous en parle parce que j'y reviendrai après, parce que ça pose d'autres problèmes en termes de recyclage, puisque on met beaucoup plus de plastique dans le bac de tri, mais certains plastiques, on n'avait pas encore forcément les filières de recyclage. Euh, mais tant que ces plastiques n'étaient pas dans le bac jaune, compliqué d'aller voir des entreprises en leur disant mais il faut développer une filière. Donc on avait besoin de faire cette simplification du geste de tri, besoin de voir arriver ces nouvelles matières. Je parle par exemple des barquettes, je parle des pots de yaourt, je parle des films en plastique. On avait besoin que cette matière arrive dans les bacs et qu'on puisse l'isoler, la surtrier à la qualité voulue pour pouvoir aller voir des recycleurs et leur dire on peut vous garantir demain passer des appels d'offres avec vous et vous garantir que vous aurez 10 000 tonnes par an à tel niveau de qualité. Et voilà, il y a cette condition que les filières de recyclage peuvent lancer des investissements sur des lignes à partir du moment où alors, on leur garantit dans la durée des approvisionnements. Donc ça, c'est un chiffre important. Et je vous ai mis aussi donc les 72 kilos par an et par habitant. Nous, on parle beaucoup en kilos par an et par habitant. Ce sont les emballages et les papiers qui sont triés en France. Et puis voilà, vous avez un peu la répartition par grande région et on voit des disparités entre l'ouest de la France qui est plutôt parti en avance, comme la Bretagne par exemple qui dépasse déjà les 100 kilos et le sud-est qui est quasiment à moitié moins. Voilà, c'est des histoires de maturité, voilà, de date à laquelle on a lancé les choses, mais voilà, ça progresse tous les ans quand même. Là, je vous ai mis justement les taux de recyclage. Donc, vous avez en vert les histogrammes en vert, ce sont les taux de recyclage par matière. Donc, je vous ai mis les cinq principales matières le papier carton, le plastique, l'aluminium, l'acier, le verre, avec donc les taux de recyclage actuels. Et puis en rose, les points en rose, ce sont les objectifs à atteindre d'ici 2030. Donc, on voit que sur certains matériaux, on est déjà au-delà de l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut ralentir ou arrêter, puisqu'on a aussi un objectif global à atteindre. Donc ces matériaux, ça permet aussi de venir tirer le taux de recyclage global. Mais sur l'acier et le verre, on a plutôt des bons résultats. Là où on a un souci, c'est plutôt sur l'aluminium, le papier carton, et puis surtout sur le plastique. Pourquoi je dis surtout sur le plastique? Parce que il y a un gap qui est important. On n'est qu'à 23% globalement de recyclage des emballages plastiques versus un objectif à 55%. Et puis parce que bah voilà, le plastique
C'est emblématique de notre consommation. Le plastique est à l'origine effectivement de la pollution, notamment enfin, avec un vrai impact sur la biodiversité. Et donc on a une attention particulière à la valorisation du plastique, au fait de capter le plastique pour pas qu'il se retrouve à l'extérieur et qu'il voilà, il puisse être valorisé. Et du coup, ce que je vous proposais là, c'était peut-être de faire un focus plus justement sur deux matériaux. Après, on pourra, si vous voulez, élargir à d'autres matériaux. Faire un focus sur les emballages en carton, et puis ensuite faire un focus sur les emballages en plastique. On vous donnait quelques repères sur le carton. Aujourd'hui, les emballages ce qu'on appelle en papier carton, c'est 1 million de tonnes de gisements qui sont donc voilà mis sur le marché, consommés tous les ans par les ménages. C'est 22% des emballages ménagers en France. Et grosso modo, ça se répartit en deux catégories. Vous avez la moitié qui sont des emballages non alimentaires pour emballer des médicaments, pour emballer des meubles quand vous achetez une télévision, des appareils électroménagers. Et puis l'autre moitié qui sont des emballages alimentaires, c'est le cavalier carton qui est autour du dépôt de yaourt, c'est la brique de lait ou de jus de fruits, c'est le paquet de céréales. Vous l'avez dit, des cartons aussi qui ont explosé avec notamment la vente à emporter. Et on voit qu'aujourd'hui, ça pose un vrai souci aux collectivités qui doivent faire face à l'explosion de ces cartons, notamment les cartons du e-commerce. Là encore, on a des solutions qui commencent à émerger pour voir si on peut trouver des alternatives à ces cartons. Vous rappelez aussi que bon la boucle du recyclage, je pense que ça vous connaissez, mais voilà pour pouvoir recycler, ben il faut commencer par le geste de tri. Il faut que le carton soit dans le bon bac. Ça paraît bête comme ça, mais quand vous avez un bac qui est sous-dimensionné, qui déborde, ou parce que vous êtes dans un immeuble en bas, vous avez un commerçant et que le commerçant ben il a déjà rempli votre bac jaune avec les cartons de la livraison du matin, ben voilà il y a plus de place dans le bac, ça déborde. On met dans le bac gris. Voilà, un carton qui est mis dans un bac gris, il sera jamais recyclé. Donc on a un vrai enjeu en fait à améliorer le dispositif de tri et à communiquer auprès des habitants sur le bon geste. Ce carton il est collecté, il passe dans un centre de tri. Là encore, on peut perdre de la matière dans les centres de tri, donc on va agir dans les centres de tri pour voir comment on peut améliorer le captage de ces cartons. Parfois des cartons volumineux qui arrivent dans les centres de tri, donc qui sont difficiles à capter. Et puis ensuite, on envoie ces cartons dans des usines papetières où voilà, ensuite on refait des bobines et on refait du carton. Aujourd'hui, ce sont des boucles qui sont bien maîtrisées hein, sur le recyclage du papier carton. Ça se fait, je crois que je l'ai mis ici, ça se fait essentiellement en France et en Europe. 62% du papier carton arrive à être recyclé sur le territoire français. 36% en Europe, c'est beaucoup l'Allemagne, c'est beaucoup les régions frontalières, hein. Beaucoup l'Allemagne, hein. C'est là, pourquoi? Parce que c'est là où sont aussi implantées les papeteries, hein, qui utilisent du coup la matière la matière recyclée, pardon. Euh, I- Beaucoup d'Italie aussi et de l'Espagne. Et puis 2% ailleurs dans le monde. Pourquoi? Bah, parce que les appareils électroniques qu'on achète aujourd'hui, ben ils viennent pas de France. En fait, ils viennent d'Asie. Et donc l'Asie est très consommatrice de carton. Et donc le marché mondial des matières fait que il y a un petit peu effectivement de grand export au niveau des matières recyclées et du carton en particulier. Quelques exemples de ce que des débouchés au niveau du carton. Donc avec le papier carton, on va refaire des cartons ondulés hein, pour la vente à distance. On va refaire également du carton, ce qu'on appelle le carton plat, sans contact alimentaire, hein, parce qu'on peut avoir des problèmes de transfert au niveau des encres. Donc sur le carton, on est plutôt sur des emballages qui n'auront pas de contact direct avec les aliments. De la cellulose moulée et des papiers d'emballage que vous connaissez comme les sacs en papier. Et aujourd'hui,
globalement, au niveau des emballages en carton, en moyenne, on est sur un taux de recyclage plutôt important. On observe 74% de matière recyclée quand vous achetez un emballage en carton. Donc aujourd'hui, c'est une filière qui marche plutôt bien. Ça, c'était pour le carton. Et puis, je voulais faire un zoom sur le plastique. On a 5 millions de tonnes. Alors, 5 millions de tonnes, ce sont globalement en fait tous les plastiques utilisés en France. Sur la partie emballage plastique ménagère, on est aussi à 1 million de tonnes, hein, comme le carton. Donc, 24% des plastiques sont des emballages ménagers. Le reste, ça va être pour le BTP, pour l'industrie, pour l'automobile. Donc voilà, à peu près le même poids entre le carton et le plastique en termes d'emballage ménager. C'est relativement stable. On a eu une petite augmentation, notamment suite au Covid, avec une augmentation des plastiques à usage unique, notamment pour des aspects sanitaires. Voilà, mais on était quand même plutôt sur le haut de la courbe et ça a tendance à se stabiliser. Le premier enjeu sur le plastique, hein, c'est bien évidemment de réduire. Donc on accompagne nous les clients pour vraiment se poser à chaque fois la question du juste emballage. Comment on peut, voilà, par l'éco-conception, réduire au maximum le poids, la taille de l'emballage. Je l'ai pas dit, mais dans le calcul des contributions qui sont versées à Citeo, il y a un caractère incitatif. Il y a des systèmes de bonus-malus. Donc, quand on va voir un fabricant de jus de bouteilles de jus d'orange, il va quand même avoir intérêt, en tout cas du point de vue de la contribution financière de Citeo, à réduire, puisqu'il va payer au poids de sa bouteille. Il va payer en fonction du matériau qu'il va utiliser. Il va payer en fonction du nombre d'unités aussi. Donc, un emballage, plus un emballage va être complexe, plus il va avoir d'unités d'emballage. Par exemple, je prends l'exemple d'une boîte de chocolat. Souvent, bah voilà, si vous avez 5, 6, 7 éléments décoratifs, voilà, chaque élément va payer. Donc, tout ça, c'est fait pour tendre quand même vers la simplification au maximum des emballages, même si parfois le marketing a le dernier mot. Mais voilà, il y a cette vraie incitation quand même financière à la réduction, avec parfois aussi des systèmes de malus sur certains emballages qu'on ne veut plus voir. Par exemple, je donne l'exemple du PVC qu'on veut voir disparaître. Sur les emballages PVC, par exemple, on va avoir des malus qui vont aller jusqu'à doubler en fait la contribution. La contribution à Citeo, ou carrément même des interdictions sur les emballages qui sont perturbateurs du recyclage. Et là, je vous ai mis des exemples de réduction. Alors, c'est compliqué parce que c'est pas forcément perceptible par le consommateur et c'est un peu fait exprès, hein. Mais là, la bouteille d'eau en moyenne a perdu 50%. Alors, c'est assez variable d'une marque à l'autre, mais pour ceux qui connaissent un peu les rayons d'eau minérale, quand vous prenez une bouteille de cristalline, vous avez pas la même épaisseur qu'une bouteille d'Evian, par exemple. La cristalline a vraiment fait cet effort de réduction et on arrive un peu à la limite parce qu'à un moment donné, il faut que la bouteille se tienne. Pareil pour les flacons lessive. Voilà, donc il y a vraiment une recherche de réduction, d'allègement et de simplification. Simplification, par exemple, c'est de tendre vers des emballages monomatériaux. Plus un emballage va être composé de différents types de plastique, alors qu'on forcément une fonction, il y a toujours une explication, soit parce il faut avoir un scellage et c'est compliqué de sceller deux matériaux exactement qui ont les mêmes propriétés. Mais du coup, ça complexifie le recyclage puisqu'en centre de tri, le matériau, selon qu'il est sur telle ou telle face, il va être reconnu comme tel ou tel matériau. Donc vraiment on accompagne les clients pour arriver à simplifier au maximum les euh, les emballages pour être voilà en monomatériaux. Et quand on peut supprimer des éléments de plastique, par exemple sur des je prends souvent l'exemple du rayon des fournitures scolaires. Voilà, avant systématiquement, quand vous aviez je sais pas, des ciseaux par exemple, vous avez le carton et puis au-dessus vous aviez un bloc en plastique. Bon voilà, de plus en plus vous voyez apparaître voilà des emballages où on a simplement
le support carton avec juste un petit lien et sans cette coque en plastique. Donc il y a vraiment voilà, une recherche de simplification. La limite étant que il y a des problèmes de vol aujourd'hui dans les magasins. Donc il y a aussi cet équilibre à trouver entre la sécurisation du produit et l'éco-conception. Je vous ai parlé du taux de recyclage. Aujourd'hui, globalement sur le taux de recyclage des plastiques, on est à 30% de manière globale. C'est peu, c'est pas suffisant. Il y a deux grandes explications. La première, c'est que la moitié des plastiques, des emballages plastiques, ce sont des bouteilles et flacons. Et que ces bouteilles et flacons, même si on a l'impression que ça fait un moment qu'on voilà, on a l'impression que c'est assez évident et on sait que les bouteilles se trient et se recyclent bien. Pourtant, on a quasiment une bouteille sur deux qui va encore dans le mauvais bac. Donc voilà, pour un plastique qui représente la moitié du gisement et qui est parfaitement recyclable, on en perd la moitié. Donc il y a un vrai enjeu à aller capter ces emballages. Il y a plein de lieux aujourd'hui où on perd ces emballages. On en perd à la maison, on en perd sur des événements, on en perd dans les administrations, dans les entreprises, parce qu'il n'y a pas forcément de dispositif, il n'y a pas forcément de bon bac, et donc on perd ces emballages-là. L'autre raison, c'est que une partie des emballages qu'on met je vous le disais, dans le bac de tri, n'a pas encore de filière de recyclage. Et je vous expliquais que c'était parce que justement, avant de développer des filières de recyclage, on avait besoin de massifier ces matières pour pouvoir envoyer et assurer en fait, comment dire, un certain volume. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, les films, ce qu'on appelle le PEBD, donc les films de polyéthylène qui sont autour des packs d'eau, les pots de yaourt, les barquettes en polypropylène. Voilà, ce sont des résines jusqu'à présent qu'on ne recyclait pas. C'est pour ça que dans Bagjo, on demandait aux habitants de mettre uniquement les bouteilles et flacons. On a élargi les consignes à ces plastiques-là et on a lancé il y a 2 ans des appels à projets pour pouvoir trouver des solutions pour recycler tous ces emballages. La bonne nouvelle, c'est que ça avance. On parle souvent des pots de yaourt. On va ouvrir là en fin d'année une usine. Alors c'est à la frontière, c'est en Belgique, mais chez Endeavour là, qui va effectivement recycler les pots de yaourt pour pour refaire des pots de yaourt. Voilà, donc ce sont des filières qui sont en train de voir le jour, ce qui va permettre effectivement d'augmenter le taux de recyclage. L'idée étant de simplifier aussi au maximum et de limiter le nombre de résines. Il y a deux options en fait quand on développe des filières. C'est soit on arrive très rapidement à prendre des engagements et à trouver des solutions pour les recycler, soit il faut substituer en fait le matériau. Euh, donc ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, c'est qu'avant qu'un nouveau matériau, quand un nouveau matériau arrive sur le marché, il faut qu'on puisse le valider. Ça c'était bizarrement, c'était pas forcément le cas jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on pouvait voir arriver sur le marché des matériaux assez exotiques sur lesquels on n'avait pas de filière de recyclage. Ça va être quand même de plus en plus difficile. Et il y a dans la loi AGEC, il y a une réglementation qui demande à ce que d'ici 2025, tous les emballages qui arrivent sur le marché doivent avoir une filière de recyclage pérenne pour pouvoir arriver sur le marché. Et puis là, je vous ai mis, alors c'est peut-être un peu long, je vais pas tout détailler, mais c'était pour vous donner donc un peu plus d'éléments. Sur la partie gauche, vous avez effectivement donc les bouteilles et flacons. C'était pour vous donner un petit peu un état des lieux de ce qui des filières de recyclage. Donc les bouteilles et les flacons, on en recyclait 65%, uniquement parce que on manque de matière, hein. Donc aujourd'hui, la bouteille est recyclable à 100%. Il y a des objectifs de réintégration. Mais voilà, je vous disais, aujourd'hui, on perd des points de recyclage parce que on n'arrive pas à capter les flux. Il en reste encore beaucoup dans les ordures ménagères. Et puis, il y a toute une partie des emballages qui sont plutôt à développer. Donc, on a aujourd'hui des filières en cours sur les emballages rigides, les emballages en polystyrène, les emballages souples.
voilà, sur lesquels on a aujourd'hui des débouchés. Par exemple, sur le polystyrène, aujourd'hui, il y a des initiatives. On arrive à refaire des pots de fleurs, des cintres, mais ce sont des débouchés à faible valeur ajoutée, et donc on cherche aujourd'hui dans le monde des emballages à refaire en fait des emballages, à plutôt faire des boucles, voilà, des boucles fermées, plutôt qu'à aller chercher des débouchés qui n'en sont pas, voilà, qui sont à faible valeur ajoutée. On va toujours chercher à privilégier le recyclage mécanique, c'est-à-dire broyage du matériau et puis refaire ensuite des emballages. Sur certains emballages, c'est compliqué, notamment les emballages complexes, et donc on développe aussi le recyclage chimique. Et donc là, on va aller chercher à dépolymériser les emballages pour revenir au monomère et ensuite refaire des emballages ou refaire autre chose. Ça, ce sont des technologies qui existent aujourd'hui. Euh, Ça peut être un recyclage par voie chimique, ça peut être aussi un recyclage par voie enzymatique. On a notamment Carbios aujourd'hui qui fait du recyclage par voie enzymatique. Enfin, voilà, il y a aujourd'hui pas mal de solutions qui commencent à voir le jour. Donc ça avance, et l'objectif effectivement c'est d'arriver à trouver des solutions pour 100% des plastiques, et si c'est pas le cas, d'arriver à trouver des alternatives au plastique. On pourra en reparler parce il y a aussi et je pense que enfin vous qui êtes dans les achats, faut quand même faire attention un peu au plastic bashing, qui fait que parfois on veut très vite substituer en fait le plastique par un autre matériau, par exemple par du carton qui en fait n'est pas vraiment du carton, qui est un mélange de plastique déguisé en carton, et donc ça c'est pas forcément toujours une bonne idée, ou d'aller chercher des solutions avec des plastiques soi-disant compostables, biodégradables, et voilà, on voit que dans les faits c'est pas biodégradable, ou ça sera pas composté. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir ces échanges-là, parce que on peut parfois se faire un petit peu tromper. Je vais essayer de pas être trop long. Voilà, c'était juste pour terminer. Simplement vous dire que aujourd'hui, pour augmenter les taux de tri et de recyclage, on est attentif en fait aux différentes étapes de la chaîne, et on voit qu'on perd des emballages à différentes étapes. On en perd dès la rue en fait, ce qu'on appelle les déchets abandonnés. Donc voilà, des emballages qui sont jetés à terre, ou parfois même pas de manière volontaire, mais parce qu'il n'y a pas le dispositif, parce qu'on les laisse sur le banc. Voilà, donc il y a beaucoup d'emballages qui finissent à terre, et donc nous on a des actions chez Citeo pour inciter, pour faire en sorte de réduire la pollution, et réduire tous ces emballages qui sont abandonnés sur l'espace public. On a des actions autour du tri, ce qu'on appelle hors foyer, donc dans la rue, quand on n'est pas à la maison, mais qu'on consomme en dehors de son domicile, et qu'on veut pouvoir trier, bah, c'est pas toujours facile, pas toujours possible. Il y a tout le tri dans les restaurants, le tri dans les bureaux, je le disais, qui est pas toujours fait. Donc un enjeu d'aller équiper et d'aller sensibiliser tous ces lieux de consommation nomade. Il y a un enjeu d'aller équiper correctement avec des bacs chez l'habitant ou dans la rue, avec un dispositif suffisamment important pour que l'habitant puisse trier. Et puis il y a un enjeu dans les centres de tri aussi, puisque on peut perdre des emballages dans les centres de tri, si je vous disais, s'ils sont trop complexes. Et donc il y a vraiment tout un enjeu à améliorer le process et le captage, d'où l'intérêt, si je reboucle avec vos sujets, de pas choisir n'importe quel emballage, parce que parfois on peut se dire, bah tiens, je vais choisir un emballage qui a priori est plutôt vertueux, mais si derrière il n'a pas de filière de recyclage, il sera pas valorisé. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense Super. que j'ai déjà trop parlé. Non, c'est très bien, très intéressant. Justement, pour nos acheteurs, quels outils ils ont à disposition pour reconnaître un emballage, s'il est facilement recyclable ou pas? Ah, là, en fait, je pense que les premiers, la première question à se poser, c'est quelle est la composition de l'emballage. En fait, plus l'emballage sera simple,
plus il y a des chances effectivement qu'ils soient recyclés, plus on va avoir des emballages exotiques ou multimatériaux, moins on a de chances qu'en fait l'emballage soit recyclé. Donc privilégier quand même plutôt des emballages papier, carton, plastique, alu, acier, verre qui soient monomatériaux. Euh, Parce que là, il y a des filières de recyclage qui sont Excusez-moi, pérennes. j'essaie Ah de... oui, il y a plein de formulations. Pour les styles Alors, et les montants. Voilà. excusez-nous, on entend Moi des aussi, j'ai bugué. voix. Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Mais Merci. pour les styles, ça n'a pas de sens, hein. Euh, Non, moi j'ai une faire, année où j'ai commandé. Voilà. Et peut-être donc se méfier des emballages hybrides. On voit apparaître des emballages hybrides. Donc dès que vous avez des mélanges de carton, de papier, attention. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, mais ça veut dire que potentiellement il peut être mal orienté. Attention aux emballages, effectivement, à la substitution du plastique vers le carton, parce qu'aujourd'hui, on a encore du mal, même si la recherche progresse, et on va arriver à faire des cartons qui auront des propriétés, alors pas exactement les mêmes propriétés, mais des propriétés hydrophobes, par exemple. Donc, on peut avoir des barquettes pour de la restauration, par exemple, on peut trouver des barquettes en carton qui vont avoir une capacité justement hydrophobe, mais la plupart du temps, aujourd'hui, elles ont encore en fait un pelliculage, un pelliculage plastique. Euh, donc voilà, elle sera pas 100%, elle sera pas 100% recyclable. Attention aux emballages qui sont voilà annoncés comme compostables. Ah, ça c'est oui, le vrai piège. oui, Oui, si du coup là où vous le mettez en place, vous avez un compost et vous êtes sûr que les gens vont le composter. Et encore, même ça, c'est pas assuré puisque oui, souvent les emballages annoncés comme compostables sont compostables dans certaines conditions industriel et pas compostable comme dans son compost à la maison. Donc en fait, on fait une fausse promesse finalement et c'est quand même, moi je compare ça à du greenwashing et vous pourriez effectivement être aussi à un moment donné un peu accusé de greenwashing en disant voilà, je passe tout en compostable, mais dans les faits, rien n'est composté, donc rien n'est valorisé. Donc à un moment donné, oui, il y a aussi le biodégradable, hein, pareil, qui veut rien dire, puisqu'il n'est pas question que les gens abandonnent sur l'espace public leurs déchets pour qu'ils disparaissent comme par magie. Donc attention en fait à ces promesses-là de certains fournisseurs. Malheureusement, c'est réglementé aujourd'hui, mais bon, il y a pas, il y a peu de contrôle, donc c'est à vous un petit peu justement par votre connaissance en fait de la filière, de faire un petit peu le ménage et puis la priorité étant voilà enfin, la question à se poser c'est la question du besoin aussi quoi donc mais ça ça je pense oui, que c'est votre c'est votre métier tout à fait. mais de se dire voilà à un moment donné voilà on a une demande d'emballage est-ce qu'il y en a vraiment besoin est-ce qu'il n'y a pas des alternatives l'alternative à un emballage c'est pas forcément un emballage. Non, Enfin, c'est pas forcément l'alternative à un emballage jetable, c'est pas forcément un autre emballage jetable qui en plus aura pas de filière. Je dirais à la rigueur, il vaut mieux garder des bouteilles qui vont être en plastique, qui vont être 100% recyclées dans la bonne filière, que de passer dans des emballages un peu bizarres en carton, mais avec une couche de plastique et qui seront jamais valorisés. L'autre option, c'est aussi la question, c'est de se passer de l'emballage, quoi, et de passer à du vrac, de passer à du réutilisable, à du réemploi, voilà. Mais ça nécessite effectivement des organisations un petit peu différentes. ok, très bien. On a quelques questions. On a deux questions de Tatiana Lecossay sur la filière aluminium, qu'on avait trop de gisements au regard des capacités de réintégration dans la fabrication à Mm. cause d'un taux limité de recyclé. Oui, Est-ce que c'est vrai? la filière aluminium, elle est pas évidente. En fait, on pèse la filière emballage ménager pèse rien en fait dans la filière aluminium. Donc on a beaucoup de mal en fait la qualité est pas bonne, hein, la qualité emballage est pas bonne en plus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais qu'on a, voilà, il y a une tolérance de la filière alu à accepter nos emballages ménagers, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, voilà, on pèse très peu, Oui, et donc c'est compliqué de trouver des filières. Donc voilà, et en plus il y a peu d'acteurs.
Donc, donc voilà, enfin, on est un petit peu dépendant de ces grands acteurs qui acceptent nos emballages et qui font parfois un peu la pluie et le beau temps, notamment avec les collectivités qui parfois voilà refusent des lots pour des problèmes de qualité et malheureusement on pèse peu en fait, on peut difficilement faire pression auprès de ces gros acteurs. Et ouais, oui, effectivement, c'est la question de la qualité, un souci. Alors, il y a des solutions sur lesquelles on travaille, sur comment dire, de l'affinage, des systèmes après, je vais pas rentrer en détail, mais de double broyage, voilà, qui permettent d'améliorer un peu la qualité, pour faciliter le recyclage après dans les filières. Mm. Ok. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez préciser votre question à intervenir en direct. Il y a une autre question sur les obligations réglementaires pour le tri hors foyer et notamment l'espace public. Oui. Est-ce qu'il y a des obligations dans ces espaces-là, ou est-ce qu'elles vont arriver? Est-ce qu'il y a un accompagnement financier possible? Oui. La loi AGEC prévoit le déploiement enfin, la généralisation du tri hors domicile sur l'espace public à compter de 2025, enfin pour le 1er janvier 2025. Euh, et, euh, et donc aussi Théo accompagne depuis maintenant 2 ans, 3 ans. On avait lancé un premier appel à manifestation d'intérêt dès 2022. 2021 même, pour tester des dispositifs. Et là, on a lancé cette année des appels à projets. On a sur la région, là, on a une soixantaine de projets qui vont voir le jour. Et voilà, on relance régulièrement des appels à projets. Concrètement, on accompagne les collectivités pour le déploiement de dispositifs Mm. hors domicile. On finance les équipements. Donc, en fonction du type d'équipement, on a des financements qui permettent de couvrir, alors ça dépend un peu des équipements, mais autour de 80% de l'équipement. Le sujet du hors-foyer est un sujet pas si facile, c'est un sujet très important parce c'est un enjeu de cohérence du geste de tri. L'habitant comprend de moins en moins qu'on lui demande de trier à la maison, que sur de plus en plus de lieux, d'événements, il y a le tri et que sur certains lieux, ben, il y a plus le tri. Donc ça devient quand même un sujet pour les villes et pour différents sites, voilà, qu'on puisse pas trier partout et tout le temps. Pour autant, c'est un sujet complexe, notamment pour les villes, hein, et les agglomérations, puisqu'on est sur des compétences qui sont à cheval. Alors ça dépend, parce que quand on est certaines métropoles, la métropole, c'est le cas de la métropole de Lyon, par exemple, qui a la double compétence enfin collecte des déchets ménagers et propreté urbaine, nettoiement. Mm. Mais là, dans la plupart du cas, des agglomérations ont la compétence collecte chez l'habitant des déchets ménagers, mais n'ont pas la compétence nettoiement. Et donc, il faut que les services ou les collectivités se parlent, et donc ça prend du temps parce que il y a la question de transfert ou pas transfert de compétences. Enfin, parfois ce sont les services qui se parlent, mais sans plus. Donc comment on articule en fait dès lors qu'on pose une corbeille dans l'espace public, comment on articule la collecte, comment est-ce que ça va au centre de tri, dans quelles conditions ça va au centre de tri, quelle sera la qualité. Et donc ça prend un peu de temps, mais voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. On a des appels à projets. Ce que je vous propose, parce qu'il y a encore pas mal de questions sur les obligations, sur le type de produit, pardon, innovant, sur les labels. Alors les labels, je vais essayer de répondre un peu à la fin, un peu après. Mais si vous avez des éléments, n'hésitez pas à répondre directement dans le chat, parce qu'on va passer à l'intervention de Tatiana Lécossais sur notamment les exemples de clauses et critères qui pourra illustrer avec les marchés qui sont en cours sur sa collectivité. Merci en tout cas, Thomas Fluzin. Si vous pouvez laisser éventuellement vos coordonnées aussi, ça permettra aux personnes qui sont présentes de vous recontacter. Bien, je vous laisse dans le chat. Merci beaucoup. Je suis désolé, il faut que je vous quitte parce que j'ai une autre Ok, réunion dans la pas de foulée, souci. mais merci, merci. Au revoir. Au revoir. Euh, donc, on va passer, je vous laisse départager votre écran. On va passer à la présentation. Donc, Tatiana Lécossais, je vous laisse la parole. Je vais partager. Essayer de.
Partager. Ah, vous partagez ou je peux le faire, hein, Ah, ah comme... bah, allez-y, je vous laisse faire alors. Alors, j'y vais. Faut que je fasse annuler par contre. Voilà. Normalement, la présentation est sur l'écran, si vous la voyez. C'est tout bon? Non, mais j'ai toujours l'autre Ah, présentation d'avant. Euh, euh, comment je fais? Oh, je vais quitter la réunion. j'attends juste que le partage soit Ah, arrêté. ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Allez-y, du coup. Donc, je vais vous présenter oui, notre démarche avec une première partie déjà pour vous signaler en fait la place des emballages dans notre schéma de promotion des achats responsables et puis dans un deuxième temps des exemples de marché où on a intégré des clauses sur les emballages. Alors, le schéma de promotion des achats responsables, c'est juste que là, je vous ai mis un certain nombre d'actions et d'axes qui reprennent les thématiques de l'emballage. C'est juste pour dire que les emballages, on les retrouve à plusieurs endroits. Donc, à la fois sur notre volet d'approche environnementale, sur le volet aussi de la transformation des pratiques internes, où on va retrouver effectivement tout ce qu'on expliquait là sur les gestes de tri, l'adaptation des processus. Mais aussi dans les axes filières, on a dans le SPAR de la métropole des actions qui vont être spécifiques à des emballages alimentaires, par exemple. Et donc la question des emballages, forcément, dans ce qu'on achète, on en a un petit peu bah, partout. Et c'est la difficulté aussi de cette approche ben, sur les emballages avec des actions qui sont réparties, en tout cas pour nous, dans plusieurs axes d'action. Donc, on a trois objectifs qui sont relatifs aux emballages notamment. Donc, limiter la consommation et la distribution de plastique à usage unique. On va reprendre le volet donc, des PPU avec la question d'identification de ces plastiques-là et d'imaginer des clauses environnementales sans plastique pour réduire ou les supprimer. Ensuite, comme je vous le disais, sur la filière alimentation, on a une action qui va être relative au réemploi des emballages. Et puis sur la filière textile, on a des ciblés, la réduction des déchets d'emballage, sur le stockage des articles, notamment tout ce qui va être en entretien du linge et des vêtements professionnels. Donc les emballages, ils sont à la croisée de plusieurs politiques. Donc la métropole, elle est engagée dans le label économie circulaire qui dispose d'un axe commande public. Et dans cet axe-là, on a effectivement des actions relatives aux emballages qu'on a intégrées dans notre SPAR. On a aussi un plan zéro plastique, le plan local de prévention des déchets de la métropole. Donc ça, on va l'utiliser en fait en amont. On a fait toute une analyse axe déchets de nos codes famille, de nos référentiels. Et donc, on sait qu'un achat qui est fait dans tel code famille, on va devoir mettre en place un certain nombre d'actions liées à la prévention des déchets et qui sont spécifiques à chaque code famille. Donc ça, c'est une approche qu'on a faite en termes de stratégie. Et donc, pour nos acheteurs, chaque fois qu'ils achètent dans ce code famille, ils doivent mettre en œuvre donc soit de la prévention des déchets, soit limiter l'usage de plastique. Ça peut être travailler sur le recyclage des emballages, la diminution des emballages, le réemploi. On a ciblé ainsi vraiment des cibles de prévention liées au domaine d'achat. Et puis, on a un axe aussi sur tout ce qui est santé, lutte contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens, donc, et puis tout ce qui va être en contact avec l'alimentation, et puis la protection de la biodiversité comme axe de travail. Et puis enfin, sur le volet économique, sur la réduction des déchets dangereux, l'idée, c'est de travailler particulièrement tous les emballages de déchets dangereux
parce que ceux-là vont être extrêmement coûteux à traiter. Donc l'idée, c'est d'acheter des produits sans logo CLP. Donc les logos CLP, vous les connaissez, c'est tous les petits logos qui ont changé d'ailleurs récemment, qui ont des visuels explosifs, nuit à l'environnement avec le poisson qui meurt. Voilà, ces logos-là, euh, on va essayer pour lutter contre les emballages dangereux, en fait, de ne pas acheter de produits qui portent ces logos et qui sont des projets dangereux, qui créent des produits dangereux et qui en fait vont créer des grosses contraintes pour le recyclage des emballages parce que souvent ces emballages-là, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans vos bacs de tri. Vous allez être obligé aussi de mettre en place un certain nombre de process pour les emmener en déchetterie, ce qui est extrêmement compliqué par rapport à des sites d'activité assimilables à des bureaux. Et ça peut concerner par exemple même des produits d'entretien ou des produits assez simples et courants. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade un peu sur la manière d'aborder la stratégie avant que je vous présente un exemple de marché. Et vous voyez, on a plusieurs vraiment axes d'action pour traiter des emballages dans les familles d'achat, donc dans le SPAR, dans les audits aussi et tout le management qualité lié au label. Euh, voilà. On voit pas de questions pour l'instant, donc Alors, je continue. continue. Donc là, c'est un exemple de fourniture et de produits d'entretien et d'hygiène d'accessoires de nettoyage qui était un accord cadre avant de commande qu'on a passé en 2002 pour 4 ans et qui était passé en centrale d'achat puisque la métropole dispose d'une centrale d'achat propre. On a 150 adhérents et là, ce marché de produits d'hygiène et de nettoyage a bénéficié à 57 adhérents pour ce contrat. Donc, notre centrale d'achat, c'est un dispositif voilà, qui est de mutualisation encadré par le Code de la commande publique et pour lequel on passe un certain nombre de marchés pour notre compte et qui sont ouverts à nos adhérents également. Donc, on joue vraiment le rôle d'intermédiaire et ensuite, chaque adhérent est en relation directe avec le prestataire. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous explique ça par la suite. Donc, on a travaillé sur des clauses à la fois dans le CCTP et puis on travaille aussi sur les critères. Donc là, on a travaillé sur le conditionnement des colis. On a inscrit un plan de progrès dans le CCTP avec des engagements sur l'optimisation du conditionnement pour limiter tout ce qui était perte de place, avoir une efficacité des emballages. Donc ça, l'objectif, c'était de réduire le volume d'emballage leur rappeler que tout était à leur charge, voilà, on avait des palettes qui étaient filmées impérativement sur le dessus et les côtés. On a posé ça, des contraintes pour les limiter les troubles musculo-squelettiques sur la taille des palettes. Et puis, on avait demandé aussi un plan d'action pour limiter les emballages de manière globale sur la durée du marché. Donc, les critères de jugement des offres, on avait un critère qui était lié à la performance de la démarche environnementale et qui était évalué sur la base d'un mémoire technique pour lequel on appréciait effectivement donc la proportion des produits écolabellisés, mais aussi la politique du candidat en matière de gestion des conditionnements et emballages. Et puis, la démarche continue de performance environnementale. Et c'est là qu'on venait de juger justement du plan de progrès qui était demandé. Donc ce critère-là, il était à hauteur de 15%. Donc la notation des offres, elle était, voilà, par exemple, c'est 60% d'articles écolabellisés et 98% de références conformes aux attendus de recyclabilité. S'il proposait aussi un système de poche permettant de réduire les emballages, par exemple, qu'il avait un plan de progrès satisfaisant, alors il avait la note, voilà, une note de 12, par exemple. Donc, on jugeait effectivement de l'ensemble de ces critères. Et voilà, donc là, on avait les notes qui ont été obtenues sur 15.
Donc, il y avait 5 offres analysables. Pour la conformité aux enjeux de recyclabilité, les taux donc étaient variables entre 22 et 100%. Et sur la gestion des emballages, on avait 2 candidats sur 5 qui développaient cette notion dans leur mémoire technique, avec un travail avec des partenaires engagés dans tout ce qui était gestion, recyclabilité des emballages qui était décrit. Et puis, effectivement, la mise en place du système de poche pour réduire la pollution liée aux emballages. Donc le critère qui était associé au plan de progrès, ça c'était vraiment important parce que du coup c'est là qu'on voyait les engagements du titulaire. Il est donc voilà, il respecte la réglementation, cette façon d'intégrer du plan de progrès. Le titulaire doit le suivre tout au long du marché et donc on a mis en place effectivement des comptes rendus et des réunions régulières pour lesquelles il doit justifier de ce qu'il a mis en œuvre dans son offre. Et donc, il y a un suivi effectivement qui est mis en place en lien avec la production des emballages. Hop, pardon, il y Donc, avait ce juste. qui marche aussi dans les plans de progrès, c'est que on a donc le coût du plan de progrès est inscrit dans l'offre et les engagements qui sont pris par le candidat et qui sont jugés dans le critère ne peuvent pas forcément être, enfin voilà, ne peuvent pas être mis en cause. Et en général, on applique aussi des pénalités en cas en cas de non-respect des engagements pris par le candidat. Mhm. Donc, tout ce qui est respect des engagements du titulaire, c'est suivi par les opérationnels. Alors, la difficulté, c'est que donc c'est suivi comme c'est un marché en centrale d'achat, chacun suit ses propres engagements. Après, on va essayer de faire de l'évaluation globale, mais en fait, comme chaque commune ou collège commande directement, c'est chacun est responsable du suivi des conditions d'exécution du marché. Voilà un peu comment ça se passe. Et donc, c'est vraiment les opérationnels qui doivent suivre le contrôle des emballages. Il est attendu donc du titulaire, hein, donc il propose un accompagnement des bénéficiaires aussi. Donc, il y a la question aussi de la formation et de l'information des personnes qui ont accès au marché. Et on avait aussi on a une prestation aussi décrite dans le CCTP obligatoire. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il doit justifier aussi de quantité, en termes de quantité, ce qu'il met en œuvre. Voilà, je pense que c'est un diapo, ça. On continue. Donc, les propositions du prestataire qui a été désigné sur le plan de progrès, il y avait 5 axes hein, dans le plan de progrès, puisqu'on avait aussi sur la partie des écolabels, l'écolabellisation des produits et le recyclé. Et là, sur la partie gestion des déchets, ce qu'il a proposé, c'est l'utilisation de produits concentrés et réutilisables. Donc, il y avait la promotion d'une gamme de produits qui fonctionnent à l'aide de distributeurs et de poches recyclables, l'utilisation des lavettes aussi lavables, de favoriser l'utilisation des produits concentrés. Et puis, l'indicateur, c'était le pourcentage de produits concentrés qui était le pourcentage qui était proposé en suivi de l'exécution du plan de progrès. Et donc, par exemple, c'est vrai que le fait d'avoir ouvert les possibilités, ça a permis aux prestataires vraiment d'aller vers des propositions vraiment adaptées et d'intégrer toute la formation, effectivement, aux personnes qui utilisent ces produits-là pour en faire la promotion et faire en sorte qu'ils soient commandés. Donc, les produits concentrés, forcément, on a une réduction forte d'emballage pour les mêmes quantités au final diluées. Et donc, il proposait aussi voilà, de favoriser l'achat de produits conditionnés et non à l'unité. Donc, toujours dans l'objectif de supprimer les emballages unitaires. Alors, les indicateurs donc, qui ont été mis en place, voilà, sur le pourcentage de produits concentrés, par exemple, on voit qu'il y a un suivi des résultats. On avait une cible à 54% qu'on a largement dépensé, puisqu'on est avec une commande de produits concentrés qui était à 94% en 2022, puis 92,5% en 2023.
Donc on voit qu'on a une bonne exécution du marché, du respect des objectifs. Alors, les points positifs de ce marché-là, bah, c'est que les candidats ont globalement bien mis en avant la conformité aux enjeux qui étaient demandés sur la partie recyclabilité, qu'on a eu moins de propositions sur les emballages. Et lors de l'exécution, le prestataire a largement atteint ses objectifs sur la fourniture de produits. Le fait, comme je vous disais, les points de vigilance qu'on passe en centrale d'achat, donc on peut moins bien contrôler que les produits qui sont au BPU et qui sont concentrés sont commandés. Et puis, donc pour pallier à ça, en fait, il est possible d'intégrer au CCTP une clause d'étude statistique des produits qui sont commandés et de demander aux prestataires de nous remettre du coup toutes ces statistiques. Et voilà, mais la difficulté aussi pour nous, c'est d'avoir un bordereau de prix unitaire qui reste attractif pour nos adhérents, sachant qu'on a une multitude de sites qui commandent ces produits. Et donc, voilà, on est aussi un peu contraint dans ce qu'on va intégrer dans nos BPU, sachant que ça va être utilisé par nos adhérents. Donc, voilà un peu l'exemple d'un marché sur les produits d'entretien. Et Ok, on alors, a je vois qu'il y a des quelques questions. petites réactions, questions, oui. Une sur une clause de progrès. C'est vraiment en lien avec le plan de progrès que vous avez présenté, hein. La clause de progrès, euh, c'est pour objectif de laisser la possibilité aux prestataires de se former aussi et d'augmenter sa capacité à répondre, d'être plus performant sur l'objectif que vous avez fixé. C'est ça, enfin, Donc là, on est c'est différent d'une clause de performance parce qu'une clause de performance, c'est oui. l'acheteur qui définit les objectifs à atteindre. Là, c'est vraiment le candidat qui définit ses propres objectifs. Et donc, d'où l'importance, en fait, de bien contractualiser l'offre du candidat et de mettre en place dans le CCTP les moyens de contrôler les engagements pour pas avoir des candidats qui prendraient des engagements pour lesquels il n'y aurait aucun suivi et qui ne réaliseraient pas dans les faits. Oui, donc c'est la question qui vient après, forcément. Qui s'assure du respect des engagements du titulaire et qu'est-ce se passe-t-il en cas de non-respect? Donc, bah oui, donc en cas de non-respect, on peut prévoir des pénalités pour non-respect des engagements du titulaire de son plan de progrès ou de son offre. Ce qui est difficile, c'est de les appréhender, sachant qu'on ne sait pas encore ce qui va être proposé par le candidat. Donc, on peut le rédiger de manière assez. Enfin, après, on va tomber sur les pénalités classiques. On peut refuser un produit qui est non conforme et voilà. Communiquer le DCE. Euh, oui, on doit avoir ça. Je vais pouvoir vous envoyer ça, donc le mettre à disposition, puisque le marché, de toute façon, il est en cours. Est-ce Euh, que si vous avez jamais... évalué un impact coût? Alors, c'est toujours compliqué hein, quand on a des offres de savoir, là, c'était un critère parmi d'autres, sachant qu'on avait aussi l'écolabellisation des produits, on avait plein d'autres critères. Sur ce marché-là, j'ai pas en tête exactement euh, le, sur ce marché-là, l'évolution des coûts par rapport à nos coûts initiaux. Mais globalement, on sait que sur notre centrale d'achat, en gros, avec l'effet masse des marchés lié au groupement, on a une performance économique globale d'en gros 5% sur l'ensemble de nos commandes, en tout cas pour la métropole. Parce qu'aussi, c'est pareil, c'est toujours compliqué de juger en centrale d'achat. Nous, on a nos coûts. Quand on passe le marché, on sait qu'on fait 5% d'économie en moyenne, mais suivant les autres commanditaires, les autres communes, etc., suivant comment elles achetaient avant et comment elles achètent aujourd'hui, on peut avoir des résultats différents, donc ça, on a du mal à l'évaluer. Mais en revanche, nous, on sait qu'on fait des économies. Et on sait aussi que enfin, notre centrale d'achat, c'est un démonstrateur vraiment du SPAR. Donc, c'est des marchés où on va vraiment pousser beaucoup de clauses.
et pour garantir à nos adhérents un produit enfin, le meilleur rapport qualité-prix possible, mais avec surtout une très bonne qualité environnementale. C'est ce qui va être recherché, même si on sait qu'on peut parfois avoir un petit surcoût. En même temps, moi, je pense que globalement, quand on achète des produits concentrés, on a forcément des économies dans la mesure où on ne transporte pas d'eau, on a moins d'emballage, moins de coûts d'emballage, moins de coûts de transport parce qu'on peut transporter plus de produits dans un camion similaire. Donc, globalement, on sait que ce sont des mesures qui n'engendrent pas de surcoût environnemental, mais plutôt des économies. Après, c'est toujours compliqué de les mesurer, surtout sur un axe parmi toutes les autres actions qui ont été menées sur ce marché. Et la centrale d'achat, elle n'est pas ouverte aux adhérents en dehors de la métropole. C'est réservé vraiment à des organismes au sein de la métropole. Donc, Ouais. j'enverrai le DCE à Catherine hein, pour Oui, mais je qu'elle vous l'envoie. on vous le fera passer avec le retour sur le webinaire. Merci, Tatiana. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous en avez encore. Je voulais juste compléter aussi avec des guides et retours d'expérience que j'ai identifiés. Alors, on va parler aussi des labels. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Et oui, je reviens donc sur la oui. formation des personnels. Oui, sur le type de produit, elle s'était prévue vraiment dans le cahier des charges, donc dans le CCTP, et voilà, on l'avait imposé au départ. Pour que le plan de progrès soit vraiment bien accompagné euh, par le titulaire. Donc, quelques ressources, quelques sites références des écolabels. Donc, effectivement, on a Citeo vous l'a dit, enfin Thomas Fusain vous l'a dit, il y a quelquefois des fausses bonnes idées sur certains matériaux. Sachez qu'il y a des écolabels qui existent qui malheureusement ne sont pas sur tous les produits, carton ou plastique, mais il y en a quelques-uns que je vous ai cités ici. C'est les principaux que j'ai trouvés et dont j'ai connaissance, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres. En tout cas, vous trouvez un écolabel Nordic Swan sur les produits à usage unique pour l'alimentation, sur les emballages pour les aliments liquides, les sacs tubes et accessoires à usage unique pour les soins de santé, sur le papier sulfurisé et un écolabel de l'Ange Bleu sur les systèmes réutilisables à emporter pour les aliments et les boissons. Donc tout ce qui est, on va dire, contenant alimentaire et contenant boisson. Donc ces labels, alors je vous ai mis les liens et les références à chaque fois. Ces labels, ils ont pour objectif, dans leurs critères, hein, ils ont pour objectif d'augmenter la recyclabilité. Donc, ça fait partie des critères de l'écolabel, de ces deux écolabels qui sont présents ici. Il y a aussi évidemment interdiction de ce que disait Tatiana tout à l'heure, interdiction de composés dangereux pour la santé. Donc composés fluorés, de phtalate, de bisphénol A, des arômes, des parfums, du PVC. Euh, et une proportion de matières renouvelables et de matières plastiques et de matières recyclées. Pardon. Voilà, donc vous avez les liens sur ces différents écolabels. Ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil et d'aller préciser un peu plus ce que contient cet écolabel pour vous en inspirer dans la rédaction de votre CCTP pour, voilà, pour idée et voir aller plus loin si c'est possible. Donc ça, c'est sur les labels. Ensuite, sur les guides, il y a un guide qui a été édité par la région de Wallonie en Belgique, qui est assez récent, hein, qui s'appelle le Guide pour l'intégration de clauses visant à réduire l'impact environnemental des emballages dans les marchés publics de fourniture.
Donc ce guide, il est très bien fait. Là aussi, si vous avez le lien en direct sur la présentation PowerPoint, il est assez, il est très concret et assez pratico-pratique, hein. Il vous donne quelques exemples de clauses. Et puis, il y a en lien avec ce guide, il y a des bonnes pratiques qui sont mises en avant, par exemple sur le remplacement des récipients d'eau à usage unique par des récipients réutilisables, la réduction des déchets d'emballage de t-shirts lors d'événements sportifs et des outils d'aide à la décision et la mise en place d'actions en matière d'utilisation de plastique dans les marchés publics. Donc, ces trois bonnes pratiques qui sont détaillées avec les clauses qui ont été utilisées dans ces marchés et les critères associés. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce retour d'expérience de la région de nos voisins belges qui ne pouvaient pas intervenir lors de ce webinaire. Je leur ai posé la question, mais qui sont à disposition et qui ont un centre de ressources qui est assez bien étoffé aussi sur les questions des achats durables. Il y a Bruxelles Environnement qui avait édité un guide alors, qui commence à dater un peu, il date de 2016, mais qui est quand même pas inintéressant sur comment réduire les emballages dans le cadre des marchés publics. Alors, vous ne pouvez pas accéder au lien parce que là, je partage mon écran, mais vous aurez accès au lien quand on vous enverra les supports PowerPoint et vous aurez tout ça. Euh, Écosciences Provence et l'Arbe, région Sud, avec voilà, le soutien de la région Sud et du ministère. Je crois que nos collègues de l'Arbe l'agence régionale biodiversité et environnement sont là. Enfin, en tout cas, ils étaient là dans le début de ce webinaire, qui ont édité un guide cette année aussi, qui est très récent, sur solutions zéro plastique. Le guide pour mieux choisir sa vaisselle et ses emballages. Donc, qui donne aussi des indications sur le choix des matériaux, des tubes d'emballage qu'on peut mettre en place et qu'on peut exiger dans ces marchés. Et puis, il y a eu effectivement aussi, dans le cadre du programme Achat circulaire et solidaire au niveau national, un, un webinaire dédié aux emballages avec une méthodologie, une grille d'analyse et des guides en référence dans le cadre de ce programme Achat circulaire. Voilà, donc vous aurez accès au lien quand on vous enverra le compte-rendu et l'enregistrement, le replay de ce webinaire. Je vois que vous avez continué à répondre à des questions. Si vous avez des demandes de précision, n'hésitez pas à lever la main et on vous laissera la parole, bien entendu. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres questions, réactions? Et si vous avez des retours d'expérience, ben, on est preneur. C'est vrai que quand j'ai cherché des retours d'expérience, j'ai eu du mal à trouver des bonnes pratiques encore en place. Donc, si vous avez entamé des démarches ou mis des choses en place, ben, n'hésitez pas à revenir vers nous. On les mettra en avant volontiers. Euh, et on pourra faire des fiches d'initiative comme l'ont fait nos voisins belges. Alors, ce que je peux dire aussi, nous, on a commencé à réfléchir aussi sur la clause REP. Et donc, on est en train d'écrire des clauses là-dessus pour voir sur nos marchés comment gérer aussi tout ce qui est gratuité de la récupération des emballages. Ce qui n'est pas chose simple. Ça doit se décrire différemment en fonction des REP forcément et des conditions qui sont négociées localement. Donc ça crée de la complexité. Et juste une petite remarque sur les réflexions sur lesquelles on a abouti pour l'instant, c'est que sur la facturation de l'éco-contribution, comme ce n'est pas une taxe, en fait, elle est réputée pour nous intégrée dans les prix. Et donc, on précise bien que tout ce qui est, enfin, voilà,
Euh, voilà, l'éco-contribution ne peut pas être facturée dans notre BPU à part, etc. Parce que c'est pas comme la TVA où c'est pas une taxe, c'est une éco-contribution. Et moi, je vous invite à suivre aussi, enfin, suite aux lectures qu'on a faites, vraiment de la façon dont c'est considéré ces éco-contributions d'un point de vue fiscal, etc. Elle fait partie intégrante du prix. Donc, vous avez un prix hors taxe qui intègre l'éco-contribution. Et ensuite, vous avez les taxes. Mais comme c'est pas une taxe, vous ne pouvez pas les traiter ailleurs. Donc, votre prix de matériaux, il intègre tous les coûts d'éco-contribution. Donc, on a pris plutôt ce parti-là dans nos BPU. Alors, je ne sais pas si vous avez un autre état d'avancement des réflexions, mais voilà, nous, on est parti pour fonctionner comme ça. Mais en fait, pour le témoigner, on n'est pas suffisamment avancé sur l'intégration de ces clauses, la passation des marchés, voir un peu comment ça s'exécute et comment ça se passe au niveau des consultations. Mais voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres pratiques sur le sujet, mais voilà, ça peut être un sujet intéressant aussi à Mm, partager. mm, tout à fait. Pas d'autres remarques, retour d'expérience du côté de peut-être de l'Arbre ou de l'Occitanie, où je sais que vous avez aussi mis l'accent sur notamment les solutions zéro plastique. Voilà. Département des départements, preneur de vos clauses, donc voilà. Bon. Euh, En tout cas, n'hésitez pas si vous vous penchez sur la question, si vous voulez en creuser un petit peu ce sujet un peu plus, qu'on voit bien que, effectivement, comme le disait Tatiana, ça touche à plein de segments d'achat et il n'y a pas forcément une organisation centralisée sur ces questions-là. Donc, mais on peut quand même dédier un groupe de travail à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci Blandine. Pas de retour d'expérience, mais voilà. Donc, si vous en avez, bah, faites-nous signe. Et puis, on se retrouvera avec plaisir lors de la journée de réseau achat public durable en Auvergne-Rhône-Alpes, le 14 novembre, à Clermont-Ferrand. Je vous remercie merci Tatiana pour votre participation et vos illustrations Merci de intéressantes. votre écoute. Et puis au plaisir de continuer voilà, ces échanges par la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.